3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Ezès est à nos côtés, expert indépendant en marché, en macroéconomie. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Sébastien Paris-Sorvitz est également à nos côtés, le directeur de la recherche de LBPM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et Axel Bott nous accompagne également ce soir, le directeur de la stratégie marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Messieurs, on termine une semaine où l'appétit pour le risque est quand même revenu dans les marchés à la faveur de ce cessez-le-feu, de ces négociations qui vont se tenir évidemment ce week-end. Tout ça est évidemment encore très fragile. Personne ne peut prédire ce qui sortira de cette première séance de négociation entre Iraniens et Américains à Islamabad. Néanmoins, du point de vue des marchés, il semble qu'on ait quand même franchi une étape, Alexandre, et qu'on ait plutôt envie de laisser derrière nous les points bas atteints fin mars à l'occasion de ce conflit et de cette crise dans le Golfe. Tout à fait. En fait, le scénario du pire est évincé complètement par les marchés. C'est vrai que la semaine dernière encore, le marché pensait qu'on pouvait aller potentiellement, en tout cas avec une probabilité non nulle, sur un scénario du pire. Le scénario est tombé puisqu'on voit très bien qu'il y a quand même un désir de négociation entre les deux parties et ça a pu ramener les primes de risque à la baisse de manière significative. Et c'est un rebond avec une vitesse à la hauteur d'une certaine manière de ce qu'on a pu avoir comme volatilité. Le VIX, l'indice de volatilité de 26, 27 à 20%. Et d'un coup, on a des rachats à bon compte qui se font en pariant effectivement sur une stabilisation. Certes, une stabilisation du pétrole peut-être à un niveau haut, mais on n'est plus comme les marchés souvent l'exècrent dans une situation de surprise. En tout cas, même si on avait une détérioration, le marché commence à être prêt effectivement à une volatilité plus importante. Est-ce qu'on quitte l'univers des scénarios un peu non linéaires où il y avait des risques de rupture violente, ne serait-ce qu'en matière d'approvisionnement pétrolier et de produits pétroliers, ou est-ce que ce risque-là existe toujours ? On le rappelle, il y a deux sujets. Il y a la vraie guerre dans le Golfe, et il y a la situation du détroit d'Ormuz qui reste verrouillé de manière assez stricte encore aujourd'hui, plus d'un mois après le début du conflit. Disons que on avait un enjeu de hausse des prix, donc répercussion de l'inflation, on va certainement en parler. Et puis il y a l'enjeu qui arrivait assez rapidement quand même, c'était l'enjeu de la pénurie. Et là, on commençait à être dans des goulots d'étranglement et on rentrait dans une certaine manière dans un autre monde, un autre paradigme, où là, on pouvait avoir des impacts importants qui allaient se répercuter sur beaucoup de secteurs. Effectivement, les secteurs liés très fortement énergétiques, mais aussi les semi-conducteurs. Enfin, il y avait potentiellement un effet d'escalade, un effet d'entraînement, et puis en même temps la hausse du coût du risque qui pouvait arriver. Alors on est revenu à la normale, mais quand on voit les taux à 10 ans américains, finalement ils continuent à monter. On sait que Donald Trump est peut-être très inquiet des taux d'intérêt américains. Donc on voit qu'il y a autant le marché action price finalement la fin du scénario du pire, voire même une continuité dans les résultats des entreprises. Les autres actifs sont un peu moins déterminés, on va dire, dans un scénario très vert des marchés actions. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de la situation après ces derniers développements, Axel, les risques extrêmes qui ont été évacués, et puis encore une fois sur le plan de l'approvisionnement pétrolier qui reste le cœur du sujet avec Ormuz, est-ce qu'on reste quand même dans des zones de tension, de risque qui peuvent faire craindre à un certain point un problème de physique, de quantité et d'approvisionnement? Oui, disons la chose la plus... La chance qu'on a eue dans cette crise, quelque part, c'est qu'on est entré dans cette crise avec une suroffre de pétrole, pas mal de stockage flottant. On a pu taper dans les stocks commerciaux. Les réserves stratégiques vont être progressivement mises à profit pour essayer d'équilibrer le marché, mais on ne peut pas remplacer 20 millions de barils jour qui transitent par le Golfe, d'autant que la production a été arrêtée dans des pays comme l'Irak, le Koweït, qui n'ont pas de facilité de stockage, puisqu'ils exportent directement. Donc ça remet en plus un petit peu de temps à se mettre en œuvre. On voit que dernièrement, les attaques sur l'Arabie Saoudite ont supprimé 600 000 barils jour. Sur le pipeline Est-Ouest, là, c'est ça ? C'est plutôt sur la production. Mais sur en la plus, production, le pipeline, d'accord. effectivement, qui constituait une alternative naissante, mais significative quand même, puisqu'on a potentiellement 7 millions de barils qui pouvaient passer par ce pipeline Est-Ouest. C'était un tiers de ce qu'on perdait sur Hormuz, donc c'est pas la panacée, mais c'est déjà une bonne partie, oui. Finalement, il a été attaqué, donc ça met en doute un peu la disponibilité de ce canal de délestage dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, il y a forcément une réflexion à apporter pour éviter de ce passage obligé.
Donc, pour l'avenir, c'est sûr qu'on va chercher des alternatives. À court terme, on ne peut pas totalement exclure un scénario de pénurie où les pétroles du Golfe restent beaucoup plus chers que les autres pétroles, par exemple. Ouais. Là, je ne sais pas, alors Axel et puis Sébastien, mais dans les modèles ont dû beaucoup tourner, mais quel niveau de prix de pétrole en moyenne on peut s'attendre à avoir cette année là On estime qu'on restera autour de 90 cents pendant les prochains mois. D'accord. Et peut-être un redémarrage de la production. Donc autant sur les marchés actions, on est très vite capable de repartir vers les sommets, autant sur le pétrole, vous dites la normalisation va être très très graduelle. Oui, sur les marchés actions, en fait, assez vite, on a vu le positionnement en couverture se mettre en place. Ouais. Assez vite, on a vendu les risques extrêmes. Et puis les positions short ont été assez importantes, en fait, même avant la crise. Donc, parce que même avant c'est pas qu'on l'a vu arriver cette intervention américaine, mais on voyait quand même les bien sûr, converger. L'armada arrivait, oui. L'armada arrivait. Il y avait beaucoup de positions déjà un peu acheteuses sur le pétrole et un peu vendeuses d'actions. Ouais. Donc aujourd'hui, on rachète les shorts, comme on l'a vu dès l'ouverture des négociations. Du cessez-le-feu, même s'il n'est pas réel. Oui. Et puis, les marchés vont toujours beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Bon, sur la normalisation du cas pétrolier, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Sébastien ? Et puis, on en viendra au rapport sur l'inflation qui a été publié aux États-Unis cet après-midi, qui montre les premiers impacts de cette crise. Avant de vous répondre, Gavard, je vais vous donner une boutade. Le plus conséquent de ce qu'on vit, c'est que depuis que Donald Trump est arrivé, chaque année, pour l'instant, on se paye un choc qui est sérieux pour l'économie. Et pour l'instant, à chaque fois, on a rebondi. C'est vrai. Pour diverses raisons. La première fois, c'est parce qu'il y avait un élan qui venait d'avant sur l'économie. Et deux, parce que le choc a été moindre que prévu. Cette fois-ci, il organise une guerre, ou il décide d'une guerre, pas tout seul, avec Israël, qui nous a fait craindre le pire. C'est vrai que, donc pour revenir à votre question, donc Donald Trump a encore 2 ans, dans un an et demi, dans 2 ans, plus de 2 ans à être avec nous. Donc espérons que ça, c'est le choc de l'année et on verra. Peut-être un peu moins de pouvoir après les midterms, on verra, parce que c'est aussi un enjeu clé justement dans le débat actuel. Si c'est un grand sweep. Comme l'a dit Axel, quand on regarde dans le diable et dans les détails, mais on a une offre de pétrole mondial, une capacité de production mondiale compte tenu de la demande, et la demande est faible pour diverses raisons, qui est absorbable par les marchés. C'est vrai qu'il y aura des goulets d'étranglement avant qu'on arrive à la normale. Maintenant, le marché, c'est le marché du pétrole, les gens achètent pour l'avenir, donc se protègent, etc. Moi, je pense qu'on peut descendre plus vite. Je pense qu'on peut descendre vers les 80 d'ici 2 mois. On peut y être parce que les marchés vont anticiper la normalisation. Et donc, reste la vraie question qui est à quand la normalisation, quand on sera tranquille. Comme dit Axel, c'est vrai que y a une réflexion qui est complexe pour tout le monde. C'est pas que pour les marchés, mais pour les politiques. Quel est le monde de demain pour cette région que personne voulait allumer le feu. Et là, on a une situation extrêmement difficile à gérer entre le monde musulman, chiite, sunnite, entre Israël et quel est son objectif vraiment dans la région. On peut continuer à détruire des maisons et tuer des gens, mais à un moment donné, il y a une limite de quel avenir on crée donc économiquement dans la région. Donc il y a beaucoup d'instabilité qui a été créée et comme tu disais, on va trouver des alternatives. Celles-là, elles vont être lentes. Ça peut créer des tensions ici et là au niveau de la fourniture d'énergie. Pour l'Europe, le plus important presque, c'est le gaz quand même. Et le gaz, bon, il revient tranquillement. On est déjà autour de 40 euros pardon, le mégawatt. Donc c'est important, c'est très important pour l'Europe parce que ça a un impact très rapide sur l'inflation directement par le gaz et par l'électricité. Donc, nous, on est plutôt optimistes sur la capacité du marché pétrolier à regarder l'avenir comme le marché. Alors, il y a un problème physique. Il faut quand même la denrée. Donc, à court terme, les contrats vont rester sûrement tendus parce qu'on va avoir des goulets d'étranglement pour avoir la capacité nécessaire. Mais oublions pas qu'il y a un petit peu de pétrole vénézuélien qui arrive sur le marché. N'oublions pas qu'on autorise la Russie maintenant. Et on va prolonger sans doute les autorisations à utiliser le pétrole russe. Exactement. Et la bonne nouvelle, d'une certaine façon, alors on ne sait pas trop, mais on a l'impression que l'Iran peut
produire et peut exporter encore son pétrole. L'île essentielle pour exporter n'a finalement pas été touchée. Donc, nous, on pense, du point de vue du pétrole lui-même, qu'il y a une bonne nouvelle. Il n'empêche que la conjoncture politico-économique on faut quand même trouver une solution pour Hormuz, quoi. C'est-à-dire que, comme vous dites, moi j'entends bien ce que vous dites, il faut quand même qu'il y ait un accord et qu'il y ait un peu plus que 5 ou 10 bateaux par jour qui passent, qui franchissent Hormuz, quoi. Mais l'accord, je pense que va être moins trouvé par les Américains que par l'intervention. De fait, cet accord, parce que regardez les 10 points des Iraniens, les 15 points américains, vous dites, ces gens-là, ils parlent des langages différents. Et donc, apparemment, les Européens ont été très influents avec les Iraniens pour essayer d'arriver à un accord. Évidemment, les Pakistanais, ça fait longtemps qu'on n'entendait pas parler du Pakistan et du rôle des Pakistanais. Aujourd'hui, ils jouent un rôle très important. Et ça, je pense que les Américains, ils ont Trump lui-même, est très affaibli sur sa façon de négocier. Donc, le deal que les Européens vont pousser, tout le monde, il faut ouvrir Hormuz et je pense qu'il va être ouvert. Il y aura une pression importante. Est-ce que ça va rajouter au global, c'est-à-dire des États-Unis à l'Europe, en passant même peut-être par la Chine, pour rouvrir Hormuz? J'allais le dire, la Chine est l'autre acteur qui était silencieux, mais dans les coulisses, on voit bien qu'il a joué un rôle. Donc, mais ça, c'est très important, parce qu'on a besoin de ça pour que ça se normalise. Et les Iraniens, leur seule voie de sortie, c'est la Chine et l'Europe. Il n'y a pas d'autre voie diplomatique et économique. Ils ont détruit beaucoup de choses, les Israéliens et les Américains. Ils ont besoin de stabilité. Et donc, la seule voie de sortie, c'est à travers d'autres que les États-Unis. Les États-Unis vont signer quelque chose, mais le maximalisme de Trump ne marchera pas. Ne peut pas marcher. Comment vous réfléchissez, là, justement, Alexandre, aux conséquences? Alors, la question est très vaste, mais aux conséquences économiques, aux conséquences géopolitiques, pourquoi pas, de long terme. Déjà, sur les conséquences macroéconomiques, là, en se mettant dans l'esprit de la négociation qui semble apaiser un peu les choses, avec la perspective d'un accord ou d'une solution pour Hormuz, si on se place dans cette perspective-là, qu'est-ce qui reste de ce conflit dans 6-9 mois, là? Effectivement, quand on entend certains membres de la Fed et le prochain président de la Fed, le pari est clairement le fait que c'est transitoire. On n'est pas du tout comme une situation comme fin 2021-2022, où on a une inflation qui se diffuse fortement dans l'économie, où on est dans une situation où on est dans la fin des goulots d'étranglement, avec des niveaux de salaire qui sont importants, un emploi qui est très, très actif. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Et donc le pari, en tout cas des banques centrales, ça reste quand même le fait que ça soit transitoire, qu'on va certes avoir peut-être quelques mois encore de tension, mais enfin que les prix à terme vont rebaisser de manière importante. Il faut voir les prix à terme, effectivement, on voit qu'ils restent encore importants sur l'année, mais après ils sont en décrue. Donc le scénario d'une certaine manière du marché et clé plausible, c'est qu'il y ait un accord, bon ou pas, moral ou pas moral, c'est pas le sujet, le sujet des marchés. Donc c'est le fait que finalement la Chine et l'Europe, qui sont des gros acteurs, effectivement s'en sortent pas trop mal et il n'y a pas trop d'impact. L'inflation, je rappelle que la Chine est quand même en déflation depuis un certain temps et que ça va paradoxalement aider la Chine à sortir de la déflation, même si c'est par les prix. C'est toujours mieux d'avoir un peu d'inflation que rester dans une baisse des prix globale de déflation. Donc, on a une adaptabilité, on va dire, économique de ces pays. Il n'y aura pas de cicatrice si profonde que ça sur le plan économique. Au niveau des grands enjeux géopolitiques, voire même sur certains secteurs, ce que l'on voit, c'est que cette crise géopolitique, elle a plutôt tendance à exacerber les tendances précédentes sur la défense, sur la souveraineté, sur l'investissement, sur l'électricité. En fait, tout ça, ça va pousser. Alors, principalement, l'Europe, qui était très en retard, va effectivement se souder un peu plus pour accélérer ces mouvements. Donc on risque d'avoir des mouvements d'investissement dans l'infrastructure de manière plus forte. Ils étaient prévus, mais évidemment l'Europe. Ils iront peut-être plus vite. Mais l'Europe traîne toujours les pieds. Oui. On dit souvent l'adage, l'Europe réagit souvent dans les crises. Finalement, et en tout cas avance dans les crises. Là, c'est une bonne crise où on va pouvoir avancer une espèce de souveraineté européenne avec quand même
les États-Unis Donald Trump qui nous a bien aidés à se ressouder, à part quelques pays. Sûr. Et que finalement, alors c'est pas une chance pour l'Europe, c'est toujours une crise, mais en tout cas, ça permet à l'Europe d'avancer un peu Jamais plus. gâcher une bonne crise. Et exactement. La crise en latin, c'est Chrysos, c'est l'heure des choix. Non, mais ça correspond tout à fait à effectivement le défi européen de ce point de vue-là. Sur les séquelles ou cicatrices macroéconomiques, partant peut-être du risque immédiat qui est celui de l'inflation, et puis après de la question du second tour. Est-ce que ça peut se diffuser beaucoup plus largement que ce qu'on voit dans un rapport comme l'inflation américaine cet après-midi, Axel ? Est-ce qu'il y a une mémoire de l'inflation ? Est-ce que la diffusion de l'inflation, la vitesse de diffusion de l'inflation a changé depuis qu'on est dans un monde post-Covid, pour dire les choses ? Pardon. La mémoire de l'inflation, elle est forcément là, puisque la dernière crise est assez récente. On le voit, par exemple, dans une enquête de la BCE, où on demande aux gens quelle est leur perception de l'inflation sur les 12 derniers mois. Et en février, elle était encore à 3, soit à peu près un point de plus que ce qui était mesuré à l'époque. On était à 1,9 sur l'IPCH. Donc, on a cette inertie de la perception de l'inflation, des comportements, probablement des revendications salariales. D'ailleurs, on voyait dans la trajectoire de salaire qui était projetée par la BCE, au travers des contacts qu'ils ont et des contrats déjà signés, on voyait que ça avait tendance à réaccélérer sur la deuxième moitié de l'année. Ouais. Donc, survient ce choc qui peut encore alimenter un petit peu les demandes salariales. Et puis, indépendamment de ça, on avait 3% d'inflation dans les services encore, là où c'est le plus sensible à cette dynamique des salaires et cette spirale. Finalement, on avait un socle d'inflation qui est sensiblement plus élevé que ce qu'il y avait avant. Donc, c'est un peu cette inertie-là que la BCE va peut-être devoir combattre un peu avec retard, en ayant laissé un peu les marchés le faire à sa place. Ça ne coûte pas grand-chose de monter les taux maintenant. En tout cas, ce n'est pas disruptif comme ça aurait pu l'être. Donc, ils vont comme ça être un petit peu suivre le marché, avoir un discours un petit peu plus restrictif peut-être, sans excès non plus, parce qu'ils n'ont pas envie de... On n'a pas envie d'en faire trop quand même. D'accord. On voit que les politiques budgétaires sont aussi un petit peu devenues accommodantes, ciblées certes, mais on voit en Espagne, c'est assez significatif ce qu'ils font. En Italie, Meloni se rappelle aussi qu'elle a un petit peu d'excédent budgétaire et des élections l'année prochaine. Donc, on voit qu'ils vont un peu atténuer le choc de ce côté-là. Aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. On est rentré dans la crise avec, malgré tout, un petit peu d'inflation encore. Et on va avoir ce schéma qui veut forcément être vu quand même comme un choc transitoire du côté de la Fed. Les salaires décélèrent là pour le coup. Et ça, c'est quand même la meilleure assurance pour que la courroie de transmission n'opère pas. Ouais. On peut avoir effectivement deux attitudes assez différentes de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Le marché attend quand même une réponse, visiblement, de la part de la BCE. Parce que la BCE laisse le marché faire le travail à sa place en essayant d'en dire le plus possible pour en faire le moins possible à l'arrivée, je ne sais pas. Mais du côté de la Fed, peut-être que la situation peut être aussi un peu différente. Moi, à chaque fois, c'est vrai que notre travail, c'est de deviner ce que vont faire les banques centrales parce qu'on voudrait qu'elles fassent. Mais moi, je commence toujours comment on traite un choc d'offres de ce type. Tu as raison, il y a des effets mémoire quand on a vécu une période inflationniste. Si on l'a mal géré, ça reste. Et on n'a pas réussi à casser, les mécanismes d'indexation. Donc il faut partir de là. Et on est dans des économies, y compris l'européenne, où c'est vrai qu'on a eu pas mal d'inflation. Les Américains ont aussi beaucoup d'inflation, comme nous. Sauf que leur ajustement s'est fait d'une autre façon aux États-Unis par une déprime très forte de l'économie, voire de l'emploi, de façon à s'ajuster très vite. Nous, on a tout fait pour défendre. Et c'est ça qui nous a coûté. Mais moi, je pense que la BCE aurait tort, et elle le fait aujourd'hui, c'est certains des commentaires, ça commence à s'ajuster, à alimenter en fait ce que pense le marché de ce que le doit faire. D'où, il y a peu de temps, avant que les choses se commencent à se décanter, le marché attendait 3 hausses de taux de la BCE cette année. Oui. Et aujourd'hui, on est passé à 2. Et moi, je pense qu'on va trop vite en besogne. Je pense qu'il y aura des séquelles. Ce que vous disiez, il y aura des séquelles. On va souffrir en termes de croissance. L'inflation, elle est là et elle va rogner les budgets des gens. Elles vont consommer moins d'autres choses, des choses produites chez nous, etc. Donc, il y aura des séquelles. Mais toutes les banques centrales savent qu'il y aura des séquelles. La question, est-ce qu'on crée une dynamique d'inflation ? Quand on regarde les marchés,
ils le pensent pas. Si vous regardez les anticipations les inflations des marchés, elles ne disent pas que ça y est, on a perdu l'ancrage de l'inflation. Donc, la peur sur la peur, c'est pas la Banque centrale qui, en tous les cas, devrait alimenter cette dynamique. Et de fait, aux États-Unis, Powell l'a dit, je pense que avec beaucoup de distance, écoutez, c'est un choc d'offres, même si c'est un dove, comme on dit, plutôt une colombe. Et il a dit, non, il faut attendre, voir ce qui se passe. Et c'est vrai, ils ont ces deux variables, et ces deux variables, la croissance, donc l'emploi et l'inflation, à sous-peser. La BCE fait la même chose, sauf que dans cet objectif d'inflation, il y a la croissance derrière. Et donc, je pense que la BCE pourrait avoir une petite hausse de précaution, disons, pour dire non, je suis là, assurantiel, je suis là, vous inquiétez pas. Je lâche pas. Mais c'est pas la peine d'alimenter un message qui serait de détruire la croissance au mauvais moment. Au mauvais moment, pourquoi ? Parce que et c'est mon dernier mot, c'est on venait d'un moment, un bon moment. On voyait que la croissance européenne, la reprise en Europe, aux États-Unis, c'était à peu près vrai, mais à peu près simplement. On le voit dans les derniers chiffres du PIB, etc., mais américain. Donc nous, on était dans une bonne trajectoire. Bien sûr. Il ne faut pas que ça soit la BCE, en tous les cas. Si c'est le pétrole, tant pis, c'est un choc qu'on n'a pas prévu, etc. Mais il ne faudrait pas que ce soit la BCE qui vienne casser cette dynamique. Pas qu'on en rajoute nous-mêmes sur pas pour une raison qui est difficile. Ça va être difficile à ajuster parce que après, rappelez-vous l'épisode Trichet. Malheureusement, Monsieur Trichet, on le condamne toujours, mais c'est vrai, ou les épisodes, c'est vrai. Axel est plus dur. 2008, il y a eu 2011, juillet et septembre. Et c'est des erreurs économiques. Et la raison, c'est que c'est vrai, pendant très longtemps, la BCE avait un objectif qui était l'inflation totale, et non pas l'inflation sous-jacente, etc. Et dans l'inflation totale, on sait qu'il y a des éléments très volatiles, et notamment des éléments qui répondent à des chocs comme l'énergie. Donc, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va revenir à la BCE. La garde n'est pas économique, elle n'est pas gravée. Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que nous, on a mis de l'assurance parce qu'on entend ce qu'ils disent et il faut cette assurance. Au-delà, je pense que ça serait une erreur, à moins qu'on se trompe de cycle à venir. Tout le monde pense que ce serait une erreur. Oui, Alexandre. Une erreur d'engager une hausse des taux. Que la BCE, effectivement, pour une question de crédibilité, pour une question de risque, de gestion du risque, se disent qu'une à deux hausses de taux pourraient être nécessaires, peut-être en juin, juillet. Disons qu'une hausse de taux, ça, effectivement, les marchés anticipent déjà tellement que ça ne changera pas grand-chose. C'est dans le discours qu'il va falloir. Une toute seule, ça ne sert à rien, donc il faut en faire deux. Oui, après, je vous la fais courte. Le risque, c'est qu'elle engage les marchés dans un cycle de hausse, ce qui effectivement serait une erreur. De toute manière, elle a le temps. Il faut voir comment cette inflation va se diffuser dans l'économie. C'est un peu trop tôt, parce que ce choc d'offres, ça peut effectivement, quand on a un choc sur le pétrole comme ça peut être un choc de demande après, enfin un choc de demande, ça peut être récessionniste. Il ne faut pas casser la croissance. On était effectivement dans ça peut très vite se répercuter sur l'activité. Ça peut très vite se répercuter sur l'activité. Encore une fois, on n'est pas du tout comme en 2022. Et donc là, je pense que l'indépendance de la Banque centrale, elle se fait aussi par rapport à 2022. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une erreur, mais une erreur qui est explicable parce qu'il y a eu plusieurs chocs en même temps. La Chine qui est arrivée de l'autre côté. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que la transition, elle aurait pu être plausible en 2022 aussi si on n'avait pas eu des chocs successifs. Donc, elle est là pour être la garante effectivement d'une stabilité d'abord, et donc elle ne va pas se presser. Et quand on voit Isabelle Schnabel, même elle a un discours quand même qui est pas très volontariste sur une hausse de taux, alors que c'est quand même c'est elle qui a ouvert la porte. C'est elle qui a ouvert la porte. Donc on voit bien. Quelqu'un lui a dit quelque chose apparemment. De quoi? Quelqu'un lui a dit. C'était peut-être pas le bon moment d'en rajouter. Oui, non, mais c'est assez rare. C'est assez rare de sa part, et donc on voit bien qu'en fait la BCE n'a pas de pression comme elle pouvait avoir de la Banque centrale d'Allemagne. Du côté du comportement des entreprises, qu'est-ce qu'on va attendre à travers cet épisode, alors qui se traduit par des hausses de coûts pour les entreprises? On va attaquer la saison de publication de résultats. Déjà, est-ce que les résultats vont être à la hauteur des attentes? Parce qu'aux États-Unis, je crois que sur ce trimestre, on attend plus de 15% de hausse des bénéfices quand même. Ce qui en fait peut-être un des trimestres de croissance bénéficiaire les plus importants de l'histoire. Oui, c'est assez dingue en termes micro. En tout cas, tout va bien. Il n'y a aucun réajustement, même pendant. Je crois qu'on a continué de réviser un peu à la hausse. Donc, aux
États-Unis, en tout cas. Pendant le conflit, effectivement, les analyses se révisaient encore à la hausse, ce qui était quand même assez étonnant. Alors, si vous êtes dans l'oil and gas, je comprends. Pour le reste, après, ça discute. C'est très important dans la vision. Oui. Bien sûr, ça pèse lourd. C'est important dans la vision. Finalement, tout ce qui concerne les semis, ça continue. Il n'y a eu aucune variabilité avec le conflit, aucune peur, aucune crainte. Il n'y a pas eu vraiment de discours alarmiste. On peut imaginer qu'une industrie, parce qu'on parle d'industrie, comme celle des semi-conducteurs, avec notamment des points névralgiques en Asie, autour de l'Asie, puisse passer complètement à travers, ce qui est quand même une source de perturbation des grandes chaînes mondiales d'approvisionnement et énergétiques. Bien sûr, mais on en parlait en antenne, les semis qui étaient considérés comme beaucoup d'investisseurs, comme des commodités. Il y a un pricing power quand même qui est dans ce secteur-là qui est illimité actuellement. Donc toute répercussion de prix sera faite par ces entreprises. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un secteur qui a complètement changé d'univers où effectivement, le TSMC et Broadcom peuvent imposer leur prix de manière significative, sans aucun problème. Et donc, pour l'instant, elles vont répercuter leur prix. Donc... Et rien que ça, quand on parle de ces secteurs aussi importants aujourd'hui, semi-conducteurs et puis oil and gas, rien que ça justifie effectivement que cette croissance bénéficiaire puisse, au global, se tenir. Cette croissance bénéficiaire, et puis le thème quand même de 2026, voire de 2027, c'est la productivité, et on voit qu'elle est en train de s'améliorer un peu partout. Voyons les sociétés comme Walmart, qui avait très bien publié, et malgré tout, qui sont des sociétés qui devraient être touchées, mettent en place des gains de productivité qui sont historiques, c'est-à-dire qu'avec l'IA, l'organisation logistique, en tout cas, les entreprises sont des animaux à sang-froid, en fait, et qui ont une capacité d'adaptabilité depuis quelques années qui est folle. À chaque crise, les marges sont encore supérieures. C'est assez incroyable. Depuis quasiment 2009, il y a eu un changement de la vue des entreprises par rapport à leur bilan et à leurs anticipations d'investissement assez incroyables. Issu d'ailleurs des derniers détails du 4e trimestre américain. Alors je crois que la consommation n'est pas très bonne, mais les marges agrégées des entreprises sont à leur plus haut niveau. Le premier trimestre, le deuxième trimestre en matière de résultats d'entreprise va être un nouvel exemple de cette résilience, de cette agilité, de cette capacité des grands groupes mondiaux à encaisser ces chocs qui s'accumulent, qui s'empilent, qui se répètent à une fréquence toujours plus importante. Non. non, nous on pense, quand on regarde, au niveau agrégé, je pense que ce qui ressort est vrai, et d'abord parce que le choc est tellement énorme et ça reste un secteur qui est petit aux États-Unis. Pour pétrole et gaz, vous voulez dire. Et rien que ça booste les résultats. Mais encore une fois, ce choc, même s'il va durer encore, comme disait Axel, on a encore plusieurs semaines, voire 2 mois encore, avec des prix élevés, et ça coûte. La demande sera freinée, et donc il y a des gens qui auront des résultats moins bons. Donc nous, on pense qu'il y aura des ajustements. Mais ce qui est important pendant l'épisode, c'est que c'est vrai qu'aux US, et par rapport à l'Europe, par exemple, les valos ont plus baissé qu'en Europe. Et bon, là, on a eu un rebond qui est important, et donc le marché va regarder ça et tout en révisant certains résultats, d'autres qui montent, je pense que c'est ce qui peut soutenir l'idée que la confiance revient. C'est-à-dire que, ça y est, on a toujours de l'impulsion liée aux relances budgétaires, à quelques réformes quand même faites par Trump, d'autres qui sont négatives, mais au total, on repart dans un cycle qui est plutôt porteur, et c'est ça qui va l'emporter avec des révisions peut-être un peu à la baisse, mais qui restent très positives, avec des valos qui sont historiquement élevés parce que les taux certes sont plus hauts mais pas super hauts et on s'est habitué à vivre avec des primes qui sont plutôt faibles et donc ça va être porteur. Mais moi je pense qu'il y aura des révisions dans certains secteurs en Europe comme aux États-Unis pour tenir compte d'une conjoncture où il y a un secteur qui a pris une grosse partie du gâteau et d'autres qui ont souffert par la demande. Et aux US, vous avez raison, la conso, nous, on s'attendait que ça soit avant. Ça n'a pas été le cas. Et peut-être qu'on arrive au bout du bout et que le consommateur américain aura un petit peu plus de mal. Là, le salaire réel, il est quand même, avec le chiffre d'inflation qu'on a eu en mars, le salaire réel, il commence à être un peu entamé quand même. Un peu entamé, comme vous dites. Mais je pense que... Et ça, c'est une partie de la...
une partie cyclique plus liée au consommateur qui peut un peu souffrir, mais tous ces changements structurels, les semi-conducteurs, etc., on voit bien que ce cycle, il continue, même si on ne sait pas où on va, mais on y va, et le marché continue à acheter cette thématique qui, on voit bien, est assez révolutionnaire. Oui. Bah si, on commence. Enfin, je sais fait. pas où on va, mais en tout cas, on a des réunions encore réelles. Non, mais on a quand même des réunions organisées par le Trésor américain avec les grandes banques de Wall Street pour parler de risques cyber liés au développement de nouveaux modèles. Donc on passe quand même à une étape. Mais je pensais que vous alliez me dire est-ce que Anthropic c'était parce qu'il y a le problème avec le gouvernement américain ou c'est parce que Mythos c'est vraiment une vraie révolution. Sur le moment de vérité pour les résultats d'entreprise, on a plutôt tendance à penser que ça pourrait être plutôt les résultats du deuxième trimestre que du premier. Axel, à quoi on peut s'attendre et comment les entreprises peuvent encaisser effectivement ce choc de prix. Et puis sur le consommateur américain, si ça reste quand même un point clé. Alors je veux bien croire que les capex IA inondent tout et font la croissance partout dans le monde, mais quand même le consommateur américain, ça m'intéresse aussi de savoir s'il a toujours une capacité de résilience. Il pioche dans son épargne, les salaires réels sont quand même comprimés. Bon. Oui, alors sur les résultats d'entreprise, je pense que ça va nous occuper tout le mois d'avril. Ça va commencer la saison des résultats. C'est un bon relais d'ailleurs par rapport à la séquence géopolitique qui a été un peu chargée. Et il y a deux choses. Il y a toujours le T1 qui devrait être encore très très bon. Est-ce que la guidance commence à laisser transparaître des petits éléments de fragilité mais voilà, un des éléments de fragilité, ça peut être le consommateur. On est toujours très sensible à l'évolution des prix de l'essence, même si c'est moins de 3% du budget pour les pauvres, c'est très significatif. On y va toutes les semaines, quoi. Oui. On y va toutes les semaines. Et donc, on est à $4 le gallon, donc c'est significatif. Ça marque un petit peu les esprits, au-delà de la ponction dans le porte-monnaie. Du point de vue du consommateur, il y a quelque chose d'assez frappant depuis plusieurs années maintenant. Quand on regarde le bilan des banques, les défauts, il n'y en a pas. Quand on fait le sondage des finances des ménages en prenant des données randomisées, comme le fait la Fed de New York et ceux qui sont chargés de scorer le crédit des ménages, on a une histoire qui est très, très différente. En fait, il y a beaucoup de défauts dans les autos, sur les dettes étudiantes. Évidemment, après la fin des moratoires, on a des taux de défaut monstrueux. C'est 15% sur une dette qui fait 1700 milliards. Donc, c'est des montants en défaut qui sont colossaux. Et quand on regarde les Klarna, tous ceux qui font du Buy Now, Pay Later, regardez le parcours boursier, ils doivent avoir des montagnes de défauts, ces gens-là. Donc, les défauts ne sont pas dans les banques, c'est plutôt une bonne nouvelle du point de vue risque systémique. Ils sont quand même quelque part. Et l'affaiblissement de la conso, nous, on l'attendait aussi depuis un petit moment. Il semble se confirmer là. Et puis, dans le CPI d'aujourd'hui, on a encore un peu d'effet tarifaire, je pense. Ah bah, c'est sûr. Le prix de l'immobilier, l'habillement, par exemple, qui un truc qui ça monte jamais, le prix de l'immobilier, l'habillement, décidément, aux États-Unis. Bah là, depuis un moment, on voit des hausses mensuelles significatives. Donc, forcément, ça va être problématique. En fait, je pense que la faiblesse du consommateur, elle est déjà là depuis un petit moment. Elle est simplement masquée par le premier décile qui consomme la moitié de la conso aux États-Unis et qui était largement subventionné aussi par Wall Street. Les gains et plus-values, ça joue énormément sur la capacité de dépense. Bien sûr. Donc, avec un effet richesse qui ne s'est pas complètement évaporé non plus, Alexandre. Sur des niveaux élevés. Le S&P est flat depuis le début de l'année, désormais. Oui, puis un effet richesse sur les 10% de la population qui consomme, qui représente la moitié, effectivement. Là, pour l'instant, il y a toujours le fameux cas. Oui. Le fameux cas. Qui a toujours existé dans l'économie. Dans le modèle américain, il y a toujours eu quand même un peu ce cas. Le problème, c'est accentué et ça représente de moins en moins de personnes de plus en plus riches. Et on a une barre plus épaisse en bas et une barre plus fine vers le haut, désormais. Exactement. Et avec cette véritable question, c'est savoir si... on se pose beaucoup de questions sur la consommation, mais cette corrélation entre le consommateur et Wall Street, enfin, en tout cas la bourse, qui est quand même... Il y a une déconnexion qui est en train de se faire de manière assez forte, je pense. On parlait beaucoup, la Fed de New York a fait des études sur le chômage, finalement, et le taux d'emploi, effectivement, qui pourrait rester...
Oui. nul et finalement, avec la productivité qui crée finalement toute la croissance. Et c'est vrai que ça va être compliqué. Il y a une espèce d'anti-sélection parce que finalement, s'il n'y a pas de conso, c'est pas grave c'est pas grave pour les marchés. Et puis s'il y a beaucoup moins de conso, finalement, la banque centrale sera là aussi pour les marchés. Il y a un peu ce raisonnement du win-win pour l'instant pour les marchés actions. Ouais. Bon, un mot, la petite tour de table, gardez la parole, Alexandre. C'est une attitude à avoir là, dans ces marchés. Est-ce qu'on se laisse emporter par l'optimisme en se disant que oui, tout est en place pour que les marchés actions, notamment, battent de nouveaux records, si c'est ça le sujet, ou est-ce qu'on change un peu de trajectoire aussi, quand même, après cette crise? On change un peu de trajectoire. Je pense qu'il ne faut pas être trop négatif pour l'instant. Il faut attendre, notamment, voir ce qui va se passer sur les taux d'intérêt à long terme et évidemment sur le pétrole. Si le pétrole reflue, si on reste à ces niveaux-là, ce sera plutôt positif. Parce que marché action, pour l'instant, on a parlé de différents secteurs, c'est un peu pratiquement du flight to quality dans l'univers actuel. On ne veut pas trop aller sur les taux, on a peur de l'inflation, des dettes. Et donc, on a un flux naturel qui se remet sur les marchés actions, mais plutôt neutre, rester dans des niveaux raisonnables d'action, avec des secteurs, effectivement, qui sont toujours les mêmes. Mais qui étaient ceux d'avant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Je comprends. Ce sont d'avant, des trajectoires. Le vrai sujet, c'est le dollar. Et faire un pari d'un dollar qui continue finalement qui reprendrait sa trajectoire à la baisse. À la baisse, finalement, pour l'industrie américaine, c'est plutôt bien. Donc, se couvrir en dollars et investir aux États-Unis en partie sur ses portefeuilles. Bon, dollar a servi un peu de refuge, mais il n'a pas non plus explosé à la hausse pendant ce conflit. Et d'ailleurs, dès qu'on a vu le cessez-le-feu, on a tout de suite vu l'euro-dollar revenir à 1,17. On peut faire des quiz sur quelle est la valeur de refuge et on ne trouvera pas parce que c'était l'or et c'est plus l'or, mais c'était le dollar, c'est Fulien, appelez-vous. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop. Non, nous, on est assez constructifs en fait, mais pas euphoriques. Parce qu'il y a des contraintes. Rien que, encore une fois, on disait, voilà, oublions la guerne. Non, on ne la oublie pas. Elle est là et ça peut être plus lent que ce que nous, on prévoit, etc. Donc, il faut être, dans ce sens, il faut s'éduquer un peu. C'est pour ça que, par exemple, nous, on est assez... on a un peu chargé sur les taux parce qu'on pense que le marché est trop négatif jusqu'où on peut aller. C'est qu'on peut monter beaucoup. Je pense que c'est Vous avez eu plutôt des points d'entrée, vous, sur ces marchés obligataires là. Notamment sur les parties moyennes. Ouais, je comprends. Et donc, nous, on s'est mis un peu long. Et moi, je pense que ça fait sens. Et sur les actions, on a repris du risque. Et c'est vrai que les Américains pourraient faire mieux que les autres parce qu'ils ont perdu plus en valo que les autres, même si c'est vrai qu'il y a des secteurs qui restent... le hype, comme on dit, est un peu élevé. Oui. Semi-conducteurs. Et les émergents, dans la Chine plutôt même. On reviendrait bien sur la Chine. Peut-être de cette parce affaire. Que vous le disiez au début, est plus résiliente à ces chocs énergétiques. Avec 6 mois de stock, c'est déjà plus facile, oui. Axel, sur la logique. Et un mix énergétique qui a beaucoup bougé, bien sûr. Qui a beaucoup bougé et qui les aide beaucoup. Donc on aime bien cette thématique-là aussi. Mais sur les actions, on pense qu'on va casser les plus hauts qu'on avait vus à la veille de l'intervention américaine. C'est-à-dire que au bénéfice d'une bonne saison des résultats. On pense que cette année, les résultats en Europe, c'est plus 8, plus 9, plus 9 sur des valos qui tiennent avec un dividende à 3. Vous faites une belle année. Et donc, je pense qu'on verra des résultats comme ça. Le marché du crédit a déjà effacé la crise. C'est peut-être vraiment un havre de tranquillité, le crédit, j'ai l'impression, dans ce monde désormais. Trop tranquille, peut-être un peu trop tranquille, compte tenu de ce qu'on émet justement pour financer l'IA, mais en tout cas, ça tient très très bien. Et puis sur les taux, on est assez d'accord en fait, sur des niveaux qui sont exactement nos cibles en plus du fin de T2, 3 et 4,30. Bon, le marché traverse pour l'instant cette crise à nouveau. Merci beaucoup messieurs d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Axel Bott, Ostrom Asset Management, Alexandre Ezez, expert indépendant et Sébastien Horwitz, LBP AM.